Donc, je vais vous parler d'analyse et de représentation de la production du son dans les œuvres mixtes, les œuvres notamment avec Max MSP, en partant du travail qui a été fait sur En écho de Manoury. Alors, rapidement, donc, mon idée, c'est donc, voilà, on analyse des œuvres mixtes qui associent l'électronique à des instruments acoustiques. On a plein de représentations sous nos yeux, une partition instrumentale, notation électronique, patch, sample, et enregistrement, etc. Mais je vais essayer comme Frédéric, de partir non pas donc, voilà, de représentations notes contre des représentations son, mais de partir de la machinerie de production du son électronique et de m'intéresser à elle plus globalement. C'est-à-dire, moi, je vais essayer d'avoir une vision d'ensemble du patch. Et je me situe donc entre analyse musicale et recherche un petit peu sur l'orchestration, voire l'organologie, on y viendra à la fin. Oui, donc l'idée, comment modéliser en temps et hors temps le fonctionnement de la machinerie informatique d'un patch Max MSP. Et pour ça, j'ai choisi une approche empirique. Voilà. Je pars d'un patch que je connais bien, celui de En écho de Manoury. J'essaye de créer des vues, des représentations de façon très très voilà, empirique en partant de ce que je cherche à faire comprendre du fonctionnement du patch. Et puis l'idée, c'est après, j'essaye de généraliser, certainement d'aller vers des méthodes issues de l'informatique, et puis de l'autre côté, aller vers d'autres œuvres du même compositeur, ou d'œuvres ayant un orchestre numérique avec beaucoup de guillemets assez proche. Alors, le travail antérieur sur En écho, je ne vais pas y revenir. On a eu un travail important pendant la validation du projet ANR à Astrée, avec certains d'entre vous connaissent bien. Il y a une partie des modules de En écho qui ont été des modules synchrones qui ont été codés en Faust, et ça a été validé artistiquement par le compositeur lors de 3 concerts. Et donc ça a abouti finalement à une documentation mathématique des transformations synchrones du son en Faust qui est désormais intégrée quand on veut charger le patch d'En écho depuis le système Sydney. On récupère l'ensemble de ces choses, et évidemment ça serait encore mieux qu'on arrive par exemple à inclure ces informations au niveau de l'éditeur de la partition. On peut y penser pour l'avenir. Là, je vais passer assez rapidement aussi. C'est plutôt des questions que je me posais sur la circulation entre ces représentations, du patch à la partition vers la notation électronique, le fait qu'on rabatte beaucoup de choses. Le compositeur essaie de rabattre beaucoup d'informations, de traitements fait dans le patch sur une notation traditionnelle, le fait que la spatialisation, le timbre sont les grands oubliés dans cette affaire. Dans l'autre sens, finalement, l'espèce d'implicite de Max, pour comprendre qu'un patch Max attend un Do à tel moment, évidemment, il faut désosser le patch Max. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors, les propositions de départ pour En écho, c'est 3 propositions de représentation que je vais vous montrer maintenant dans le patch. Donc, c'est des choses que j'ai faites en Max et qui viennent nicher dans le patch de En écho. Donc d'une part une partition dans l'espace sonore, d'autre part un vecteur d'état de l'orchestre électronique, et enfin un diagramme fonctionnel des modules qui alimentent le spatialisateur mobile. Alors là, je vais sortir de mes slides et aller directement dans le patch. Alors ça, je vais le cacher. Oui, je vais venir là. Donc là, hop. Je vais par exemple aller dans la deuxième section de l'œuvre, qui est donc un jardin. Alors voilà je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, alors, mais je circulerai après avec les ascenseurs. Voilà l'essentiel du travail qui est rassemblé sur une fenêtre. Alors il faut juste que je lance derrière un jardin, et on va ensuite y aller. Ça sort un petit peu.
Alors donc on a plusieurs niveaux d'information. Donc je vais commencer par cette représentation qui est on voit mon curseur. Cette représentation qui figure l'espace de diffusion de l'œuvre avec les 8 haut-parleurs et donc un certain nombre d'informations sur les traitements qui jouent à un moment donné, notamment les traitements par exemple de PAF, de Phase Align Format, sur lesquels on va indiquer ce qui sort sur le haut-parleur 5 là, et donc les notes qui sont jouées par quels PAF interviennent, puisqu'il y en a beaucoup dans l'œuvre, il y en a 16, donc lesquels interviennent, le 1, le 5 et le 13, et qu'est-ce qu'ils jouent dans cette direction qui est le haut-parleur 5 devant moi. Et de même, voilà, sur un certain nombre de haut-parleurs. Et on a un certain nombre d'informations qui vont nous donner... Ça, c'est finalement une petite carte réduite de ce qui fonctionne à un moment donné. Donc, 3 systèmes de PAF, 1 à 4, 5 à 8, 13 à 16, et le sampler. Et pas d'autres modules. Et donc, pour comprendre ce qui joue dans le sampler, eh bien, on a un petit module qui va nous donner, par exemple, déjà, ne serait-ce que les noms référencés par le compositeur des samples que l'on doit entendre. Voilà. Là, on doit entendre des cigales, et on entend des cigales. Voilà. Alors ensuite, on a donc cette section, cette partie qui concerne le vecteur d'état de l'orchestre électronique. Dans le patch, en fait, on a 4 blocs de traitement électronique. Hein. Donc là, c'est presque divisé comme des pupitres d'orchestre chez Manoury. R1, R2, R3, R4. Et puis, on a à part, le N c'est pour le noise et le V pour la voix. Et donc, j'ai construit un petit vecteur d'état. Donc, j'associe à chaque bloc, finalement, un certain nombre d'informations. Donc, est-ce que tel ou tel traitement du bloc... Alors, sachant que les blocs sont vraiment similaires, est-ce que tel ou tel traitement du bloc est actif, oui ou non? Et puis, les connexions à l'intérieur de ce bloc correspondant aux éléments. Et donc j'arrive comme ça à calculer pour chaque bloc un état instantané et donc à avoir sur l'ensemble, je peux dire voilà, que je sais à peu près, si j'ai ces chiffres-là, je sais à peu près, je sais normalement reconnecter mes éléments à l'instant où je regarde mon patch là, à l'événement 4 de la section 2 de Manoury, en écho de Manoury. En dessous, j'ai une vision donc au contraire donc de matrice qui va lier les traitements, c'est-à-dire alors là qui est faite pour l'instant avec l'objet LCD très simple de Max. Donc on affiche les traitements qui jouent et puis leur connexion. Voilà. Ici, j'avais pas dit, mais j'ai la position de spatialisation courante du spatialisateur mobile et puis la synthèse des PAF. Voilà. Alors, ok. Voilà. Et donc, je vais revenir à mes slides. Alors, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on laisse marcher, on va dire, ces modules et qu'on enregistre. Alors par exemple, là j'ai fait un travail sur les vecteurs d'état. Donc, eh bien, quand on défile toute la pièce comme ça, on obtient en essayant de discriminer, de ne pas enregistrer le même état 2 fois de suite, etc. On a environ 130 changements de vecteurs d'état qui décrivent donc des configurations variables. Alors la question évidemment c'est est-ce qu'on retrouve tout le temps la même chose, est-ce qu'il y a des configurations qui reviennent, etc., etc. Et on va voir que cette question n'est pas simple. Alors pour aborder cette question, on va dire un petit peu manuellement, c'est-à-dire en faisant un peu la main sur les premières valeurs qu'on a trouvées. Donc je suis reparti, donc j'ai fait enregistrer ces vecteurs d'état. Je suis reparti comme ça en les isolant dans 2 sections un petit peu symptomatiques.
la première section et la sixième section. Et j'ai remonté pour chacune un petit film qui donne une espèce de condensé de ce qui se passe avec les grands changements d'état de l'orchestre. Dans le 1, parce que le 1, c'est une section qui est très longue, donc on va entendre, voilà, et on va voir un petit peu un résumé de... je vais quand même éteindre. Voilà. Voilà, donc et après je vais sauter des événements, évidemment. Je fais que les grands moments de transition d'un orchestre numérique à un autre, en fait. Voilà. Alors si je faisais j'ai fait la même chose pour la section 6, et quand on observe la section 6, ça va être très très différent, c'est très court, et ça change d'orchestre numérique finalement presque à chaque événement, mais par des petits changements d'un événement à l'autre. On n'a malheureusement pas le temps de tout dérouler, mais j'en ai fait un petit peu une synthèse. Alors si on regarde ce qui se passe, voilà, on a deux selon les sections. Dans la section 1, finalement, en regardant, à force d'observer, on observe vraiment deux configurations récurrentes qui s'ajoutent à une base. La base, c'est les PAF 1 à 4 et 5 à 8, plus le noise. Donc il y a une config en orange là, qui est avec le sampler harmonizer en plus. Et puis il y a une config en mauve avec les PAF 9 à 12 et pas de sampler ni d'harmoniseur. Et donc pendant toute la section, le compositeur va aller finalement d'une configuration à l'autre. Et la section 6, en revanche, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration récurrente, mais des micro-évolutions finalement d'un événement à l'autre. Et on peut presque se demander si c'est pas des variations, des micro-variations sur une espèce de configuration un peu lâche, qui serait une base et qui finalement on n'arrête pas de tourner autour parce que on va pas très très loin, comme ça bouge vraiment un tout petit peu à chaque événement et que la section est très courte. Voilà, on n'a pas tellement bougé. Mais voilà, il faut voilà, déjà, même à la main, en essayant de se dire soyons méthodiques, etc., on est amené évidemment à interpréter tout ça. Évidemment, le travail continue, c'est-à-dire que mon objectif est de prendre une autre section, au revoir Dominique, et peut-être pas toutes, mais une autre section qui serait encore différente de En Écho, et identifier des configurations, leur enchaînement dans le temps, etc. Je voudrais également prolonger cette démarche sur Jupiter de Manoury, puisque il s'annonce un travail sur Faust, Jupiter, dans les mois qui viennent. On pourrait, alors, il y a deux axes de travail qui viennent maintenant, c'est se dire, ok, on a essayé de regarder globalement le fonctionnement du patch, mais il y a des choses qui sont très... les deux, on va dire, les deux mamelles essentielles au niveau électronique, c'est les PAF, donc cette synthèse performant, et l'utilisation du sampler dans cette œuvre de Manoury. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi approfondir la compréhension du contrôle de ces deux modules en se disant on ne les regarde que et on essaye de comprendre comment ils sont contrôlés? Est-ce qu'il n'y a pas pareil, des espèces de presets, un petit peu ce qu'on voyait avec Frédéric tout à l'heure, en se disant que les deux sont très largement imbriqués au niveau sonore, dans le rendu sonore. Voilà.
qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ce contrôle? Est-ce qu'on n'a pas pareil, des configurations types de contrôle? Et puis au contraire, donc ça c'est de la spécialisation, et puis au contraire, la généralisation, ça serait à partir des données discrètes représentatives de l'état de l'orchestre numérique, essayer de découvrir des patterns, d'en reconnaître si on en a un peu sous la main, de segmenter, etc. etc. Donc là, il y a un travail qui n'est pas commencé, mais qui me paraît intéressant. Les ouvertures, on peut se poser des questions sur, notamment le diagramme fonctionnel, il donne des pistes sur la génétique de l'œuvre. Parce qu'on voit des codages abandonnés. On voit des moments, des choses qui sont reliées à un autre truc et ça va nulle part. Voilà, donc on peut se dire... Et pourtant, les deux modules, celui qui envoie et celui qui reçoit, sont actifs et c'est pas diffusé. Donc, est-ce que c'est une piste de travail que... Voilà. La question aussi, c'est, évidemment, là, je m'occupe absolument pas, je dis que le patch existe devant moi, là, comme ça, mais le patch existe parce que quelqu'un le fait marcher. Et là, évidemment, il faudrait prendre en compte toute la dimension qui est du RIM ou la personne qui fait fonctionner le patch, qui va avoir aussi un certain nombre de choix, de dosage, d'interventions plus ou moins lentes, longues, de laisser les choses parce qu'il y a beaucoup d'événements finalement assez libres. On peut laisser les choses très longtemps se dérouler, au contraire les interrompre, etc. etc. Et puis je trouve que c'est une petite contribution à une approche, on va dire, statistique sur la question de l'organologie des traitements numériques. Dans l'organologie traditionnelle, on avait un système très resserré avec d'un côté quelque chose qui venait des voix, soprano, alto, ténor, basse, pour des registres de hauteur, et puis de l'autre côté des interfaces, des modes d'interface au son, hanche simple, clavier, etc. Et au contraire, la lutherie électronique, elle se donne complètement en extension. Alors, il y a eu des propositions déjà sur ces questions organologiques, mais on peut évidemment, en restant comme ça dans une approche numérique et de vecteurs d'état ou d'accumulation d'informations, envisager une approche statistique, voilà, de cette question. Voilà, merci. Question. Il y a quelque chose qu'il faudrait absolument étudier, je pense, c'est le rapport au texte, à la poésie, et à la musique de la poésie aussi. Oui. Qui n'est pas du tout pris en compte, je l'avoue modestement. Parce que tu parlais de configuration pivot, donc il y a sans doute des processus entre les pivots, on peut espérer. Et est-ce qu'il y a un rapport avec la poésie? C'est la poésie de Hockart. Oui, c'est les textes de Hockart redécoupés par Manoury. C'est quand même un peu spécial, quoi, comme poésie, donc ça a certainement un sens. Oui, de ce point de vue, bien sûr. On ne peut pas s'arrêter, je veux dire, au figuralisme du bruit de l'appareil photo à un moment. Non. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Dans ce que tu appelles les vecteurs d'état. Oui. Alors là, effectivement, je n'associe pas du tout au texte. C'est-à-dire que je fais quelque chose que ça pourrait être une œuvre instrumentale. Oui, parce que tu parles quand même bien de la partition. Oui. Tu mets les agrégats spatialisés. Oui, voilà, il n'y a pas ce rapport au texte. Le seul rapport que j'envisage, c'est les noms des samples, qui sont en général des noms qu'on retrouve dans le texte, dans la partition au moins, et dans le texte parfois. Mais c'est pas du tout creusé, effectivement. Et il y a aussi le style du chant, qui est très conventionnel, quoi, chez Manoury, intentionnellement conventionnel. Donc il y a un contraste stylistique entre la partie électronique et puis la partie chant. Oui. Dans quelle mesure ce travail est lié avec le travail des rimes consistant à essayer de rendre pérenne leur travail de documentation qu'ils font notamment sur Sydney et autres,
Il y a le premier lien évident que j'ai cité, c'est le projet Astrée, qui visait quand même Oui. voilà, une écriture en faust, et Oui. dans des objectifs de pérennisation, préservation, etc. Non, mais il y a eu et il y a encore une collaboration avec Serge Lemouton enfin, voilà, le dialogue avec lui est assez moteur de tout ça. Ouais. Et puis avec Manoury lui-même. Non, mais je parle en Voilà. général, parce que Mais, dépassant le cas de la Manoury aussi. Oui, et il y a moi, c'est toujours été cette frustration de pas pouvoir parler de l'orchestre électronique, entre guillemets, comme on parle d'un orchestre. Voilà, on dit les vents, le machin, à tel moment, les vents jouent. Et ben là, oui, bon, les vents jouent, mais tel module passe dans tel module qui passe dans tel module, et finalement, est-ce qu'on sait au moins déjà le signaler, le repérer, et en parler, et puis après l'analyser, voilà. Les pièces de Manoury sont quand même extrêmement mal foutues de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai. C'est quand même un extrême. Oui, elles ont l'avantage d'expliciter l'orchestre, entre guillemets, mais pas du tout ce qui se passe entre les modules. C'est un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire on peut extraire une reverb assez facilement, mais la façon dont elle vient se jouer avec les autres, c'est pas toujours facile de le saisir déjà. Tu veux dire que quand il y a des œuvres où il y a vraiment une grille avec, tu vois, tu as une version ça a une entrée et sortie, et tu vois l'harmoniseur qui va vers quelque chose. Là, il y a une matrice, mais qui est quasiment illisible. Hein, je peux la Il y a montrer. des œuvres où c'est vraiment très Ah oui, il y a une espèce de côté un peu séquenceur dans certaines œuvres. Oui, c'est ça. Oui, Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'époque? Parce que, par exemple, des patchs comme ça, c'est des patchs qui ont passé aussi par plusieurs Mm. non? Oui, il y a des traces de toutes sortes de systèmes, de versions intérieures. Voilà, chacun met un sparadrap pour diverses Mais raisons. même sur les versions récentes, sur les pièces récentes de Manoury, Ah oui. Alors peut-être là, il faudrait voir une autre chose, parce que c'est aussi un questionnement de Frédéric. Dans l'architecture du patch, très rarement le compositeur a vraiment de main là-dessus. Il a sur le contenu, ça c'est sûr, mais sur l'architecture du patch, c'est vraiment Ouais. pas lui. Et parce que là, je voyais, il y a vraiment une espèce d'école presque de programmation. Je ne sais pas si vous voyez un peu la manière de programmer du maths, par exemple, au CNMAT à Berkeley, c'est une manière de faire. Et là, c'est quelque chose qui descend de Leslie Stuck, Oui. Gottlieb, Oui. il y a des décennies. Il y a une manière de faire du patch. C'est pour ça que je voulais vraiment isoler les modules et simplement leur articulation pour m'abstraire de tout ça, et en me disant, bah, tiens, ce qui me tentait, c'était par exemple d'aller vers Francesconi aussi, et de regarder un petit peu, voilà, et se dire, est-ce que je peux garder le même formalisme, le même type de formalisme, et arriver aussi à représenter les choses chez d'autres compositeurs. Et il y a aussi la question pour rejoindre un peu ce que disait Bruno au niveau de l'illisibilité des matrices. En fait, il y a le fait que tous les déclenchements, entre autres matriciels, dans l'école, en fait, et je pense que même maintenant c'est toujours dans l'école, les noms de variables eux-mêmes sont pas du tout. Une fois qu'on a saisi le code, même une fois qu'on a saisi un petit peu le A to M, veut dire amp to matrice, ou je sais pas quoi, c'est même une fois ça, il y a la version control, il y a la version audio, donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir aussi pour les noms de son patch, ou les noms de scènes récifs qui seraient en soi à formaliser peut-être. Ça, voilà, par exemple, dans des applications vraiment, construire un dictionnaire de données d'un patch et se faire aider par une machine qui explorerait le patch, ça serait vraiment intéressant. Mais est-ce que le programme Montesquieu est en mesure d'arranger un peu les choses? oui, il y a le script, c'est vrai, qui est là devant toi et qui va relier les éléments finalement à une espèce de conduite. Normalement, avec du JavaScript, on peut explorer un peu tout le patch.
un listing Oui. de tout ça. Ça, c'est... non, mais JavaScript, c'est le petit module JS. Oui, mais pas dans les pages comme ça. Ah, dans des pages comme ça. Ben, Bon, on peut le faire, hein, mais c'est énorme. En général, ça sort des... Il y a une combinatoire telle que... J'avais essayé tout simplement de représenter de façon d'un arbre hiérarchique ce patch-là, avec le patch principal, les sous-patchs, les sous-sous-patchs, etc. Et en fait, c'est un râteau d'une largeur monstrueuse. Ça va pas très profond, mais c'est en largeur, c'est totalement illisible. C'est un peu ce que disait Yann tout à l'heure. Il faudrait une machine en fait qui explore tous les patchs pour repérer les variables par exemple qui reviennent dans le patch, Mm. des choses comme ça. À la limite, il suffit de les mettre en texte et puis rechercher. Un peu. il n'y a plus d'équipe, si je me trompe. Mais moi je pense qu'il faut qu'on insiste pour que, en tout cas dans les nouveaux outils de composition, enfin de création, on prenne en compte la dimension sémantique de ces outils. Voilà, parce que pourquoi on a pu faire avec Faust toute la partie documentation, parce que la sémantique elle est très simple, très claire, elle est très facile à déterminer, et puis quand même dans un cas simple, là dans le cas de l'aspect plus composition, où il y a des choses qui évoluent dans le temps, voilà, avec des sections, des choses comme ça, mais il faudrait vraiment réfléchir à quel type de sémantique on aimerait avoir, ou que vous aimeriez avoir, qui serait une sorte de description qui aurait juste le bon niveau de détail, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que ce serait l'outil, comment dire, il faut qu'on distingue maintenant les outils de création des langages qui servent à représenter les choses, en quelque sorte. On a besoin d'un pouvoir expressif pour représenter les choses, mais ce n'est pas forcément le bon outil pour décrire, composer, imaginer, etc. Mais ce sera un bon outil pour analyser les choses. Voilà. Mais malheureusement, je sais que dans le projet ANR inédit là, qui vient de commencer, finalement cet aspect sémantique, on ne l'a pas mis. Voilà. Bon, il faut en faire un autre. Ouais. Tout le monde soit convaincu que c'est important. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, vous êtes à la pointe de cette chose-là, donc, en quelque sorte. Mais de façon Si très... on pouvait avoir des traces sémantiques Ouais. des différents outils, Ouais. voilà, ce serait, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui serait idéal, enfin comment il faudrait décrire les choses. Il y a bonne matière à réflexion. Là. Bon. Et là, ça... un abîme de perplexité. Oups. Une question, enfin juste pour rendre la chose encore plus perplexe. Allez, un petit coup. Mais en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'il faudrait que, comment dire, est-ce qu'il faudrait que les compositeurs agissent d'une part à ce niveau et les musicologues d'autre part de manière complètement indépendante en fait, ou bien est-ce que il serait utile de déjà, enfin au niveau des rimes en fait, agir ensemble de sorte à pas établir de standard, mais au moins sensibiliser vis-à-vis de cet aspect qui de toute façon c'est-à-dire si je me mets dans la peau du rime, je sais que mon code une fois qu'il sera quand même un peu plus formalisé et lisible, il sera de toute façon plus facile à travailler et enfin, c'est vraiment une question que j'ai pas d'intuition vis-à-vis de ça en fait. Moi j'ai une intuition,
j'ai l'intuition. Enfin, on avait réfléchi à un moment, il y avait le projet intégral, je sais pas vous Ah oui. ce que c'est, Oui. Et donc, on devait éventuellement participer à ce projet, et puis finalement, on a décidé de ne pas participer. Et moi, je trouvais que philosophiquement, leur idée, pour notamment répondre à ce problème-là, aussi de préservation, d'analyse, etc., c'est de dire on va faire un outil standard. Voilà. Moi, j'y crois pas une seconde à ça. Je crois pas. Je pense qu'un artiste, il sera toujours à utiliser le nouvel outil qui sort, à bidouiller des trucs, etc. Donc, j'y crois pas une seconde. Mais par contre, si les outils intégraient une dimension sémantique où là, on est capable, à partir d'un outil, de cracher une description sémantique, elle, qui pour le coup serait standard. Donc ça met un coup sur le développement d'outils, mais ça ne met pas de coup sur le compositeur, ça ne met pas de coup sur le rime, etc. Après, la chose se fait de manière automatique. À mon avis, moi, je ne vois pas comment ça peut être. Ça me paraît être une chose à faire. Alors après, ça n'empêche pas de discuter avec les rimes, parce que tout ne sera pas capturé. La sémantique, c'est aussi une forme d'abstraction, hein, quelque part. Pour donner une moitié d'une réponse, par exemple à la pédagogie, dans le cadre du cursus d'informatique et de composition, par exemple pour les jeunes compositeurs, depuis déjà une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils ont des cours d'architecture de patch, par exemple. Qui sont, voilà, ça ne répond pas à ça. Leur préoccupation, c'est plutôt d'avoir un patch clair qui peut être joué par n'importe qui et que eux peuvent dévorer très rapidement. C'est ça l'objectif. Oui. Par contre, ça, oui, parce que ça c'est le problème, parce que juste un petit truc, une petite chose que vous n'avez pas mentionné qui est très intéressante, parce qu'on a un patch concert comme ça, il est utilisé 20 minutes en concert et à peu près 10 heures ou 15 heures en répétition. Et juste dans le studio, c'est quelque chose qu'il faut avoir un accès rapide. Alors de plus en plus, on est en train de systématiser de comment faire ce patch le plus clair, le plus simple possible. Et actuellement, ça va être à partir de la semaine prochaine, les autres semaines, les rimes de production se sont intéressés de nos méthodes. Et on commence une petite discussion. Alors par exemple, même ce que disait Alain tout à l'heure, pour les noms, c'est des choses assez bêtes, mais par exemple les noms des scènes de récif. Petite anecdote, j'avais un étudiant, un compositeur colombien, et ces scènes de récif avaient le nom de ses petites amies. Alors il y avait Olga et Laura, je me rappelle. Alors on rentre dans un patch comme ça, c'est l'horreur. Alors il y a tout un mouvement maintenant pour systématiser par exemple les scènes de récif tout bêtement, par exemple nom de machine, paramètres, des choses comme ça, c'est-à-dire on arrive et ça devient un peu plus clair. Alors c'est pas vraiment, je ne sais pas si c'est une réponse que tu attendais, mais voilà, il y a un mouvement de notre côté qui n'était pas en direction des musicologues, ça c'était clair. Mais je pense que ça peut aider après pour la lisibilité, pérennité, tout ça aussi. Mais ça, il y a eu ce type de mouvement-là dans le domaine de l'informatique, avec les design patterns, les choses comme ça. C'était une façon d'essayer de structurer un peu les choses, par exemple. Dire c'est quoi les grandes structures qu'on retrouve, qui sont pratiques, qui sont utiles, etc. Peut-être faire le design pattern du patch. C'est à peu près ce qu'on fait. D'une certaine façon, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire il y a tout un travail, par exemple, sur la question de l'interface. Ici, on a parlé un peu d'audio et de contrôle. C'est à peu près ce qu'on fait avec toutes les machines, le score, parce qu'il y a toute la partie du score, les entrées, les sorties. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens. Peut-être on ne l'appelle pas de cette manière. La dimension sémantique, c'est aussi la structure musicale, c'est ce que veut dire. Les fonctions musicales. Il y a les deux choses, parce que quelquefois leur propre interface, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, elle est déconnectée de ce que tu vas faire musicalement après. Oui, voilà. Voilà, ce n'est pas, enfin, c'est ça, d'accord, ce n'est pas totalement relié. Même si la conception du patch, de l'outil, c'est très important que ça suive un cahier de charge qui va d'après le projet musical. Après, la question de l'interface, il y a des choses qui sont un peu générales, parce que finalement, la personne qui est pendant le concert n'a pas grand-chose à faire. Théoriquement, elle va presser 2-3 boutons. Parce que c'est vraiment frappant, parce que quand tu regardes une partition d'orchestre de Ligeti, tu as des figures finalement avec des paquets de notes, etc. Et déjà ça, c'est lisible. Alors que en
en informatique musicale, même en passant des heures et des heures, c'est toujours pas lisible. C'est curieux quand même. Là, je parle d'un cas précis où forcément le rythme n'a pas grand-chose à faire, où le patch fonctionne tout seul. Mais il y a quand même beaucoup de patchs qui sont faits pour utiliser l'ordinateur comme un instrument et avoir des tas de contrôles et faire énormément de choses en direct, dans de l'improvisation ou des choses contrôlées. Le rythme qui fait rien, c'est un cas de figure, mais ça reste. Il y a plein d'autres utilisations. Il y a une autre difficulté quand même qui a été Ils ne soulevée. vont pas aimer ça. C'est le fait qu'on parle d'instruments, on parle d'orchestre. Il y a une différence essentielle, c'est que on est en face d'instruments entre guillemets qui ont une entrée sonore. Oui, c'est ça. C'est le moment où tu Alors, commences à les brancher. Pas d'entrée sonore. Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Au moment où tu commences à les brancher entre eux, là, c'est complètement inédit par rapport à. Oui, pour les musicologues. Oui. Et encore, la musique de Mano est assez simple parce que ça reste toujours dans l'ornement par rapport à une musique très écrite, c'est-à-dire c'est toujours très très lié à la musique écrite. Absolument. Alors que lorsqu'il y a une vraie interaction, c'est beaucoup plus complexe. Absolument. Ouais. Mais bon, ça fait partie du plaisir de Nice. Et c'est-à-dire on pourrait imaginer des représentations un petit peu finalement qui développeraient le talent ou le côté de tout essayer avec les différents chemins où chaque bloc de traitement par exemple contiendrait lui-même des descripteurs par exemple, ce genre de représentation. Comment ? Des représentations Des représentations qui seraient un peu hybrides en fait entre structure instrumentale et c'est-à-dire ça paraît après ça paraît rapidement lisible si on fait quelque chose de dynamique enfin qui évolue dans le temps à ce niveau-là, mais il y a peut-être quelque chose c'est-à-dire qu'on verrait que je sais pas mais pour une centroïde serait à tel état au moment où il passe dans tel traitement et puis à tel état ainsi de suite comme ceci. Je peux dire d'une autre manière, je pense que le patch par rapport à la notation musicale est plutôt plus proche de la tablature, quelque part. C'est des actions à faire que vraiment comme la partition, c'est là des actions, mais il y a quelque part le résultat qui ressort aussi. Ce n'est pas ça, parce que voilà, le gros problème dans le patch, c'est dans ce qu'on crée avant, c'est dans les scores, dans les partitions, c'est des messages, c'est simplement des messages. C'est difficile, il y a exactement tout ce travail à faire qu'Alain a fait, qui en fait, j'ai trouvé assez remarquable, je te le dis rapidement. Merci. Très intéressant. Ça veut dire c'est vraiment décoder tout ça et refaire, c'est fou. Hein. Ça veut dire c'est refaire une autre partition, mais peut-être c'est aussi un autre problème plus général, c'est le manque d'une notation pour la musique électronique. La difficulté, c'est qu'avec un patch, on décrit potentiellement des processus. Donc on n'est plus dans une description du résultat, même si la notation musicale, c'est une sorte d'intermédiaire évidemment, mais voilà. Et c'est en ça que la sémantique aide, c'est-à-dire que l'idée de la sémantique, c'est de dire à un moment donné, on a décrit un processus d'engendrement de quelque chose, et on veut voir le résultat de manière lisible de ce qu'engendre ce processus. Ça la difficulté. Tu rigoles. Je trouve très idéaliste, mais ça marche parfois. Voire Faust, ça marche, donc c'est pas mal. Oui, encore une fois, je sais bien que Faust c'était un cas simple, donc dans le cas de la composition, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'on n'avait pas attaqué ce sujet-là. Mais parce que voilà, ça peut être aussi compliqué que voilà, c'est des machines de Turing, donc voilà, mais on peut trouver un intermédiaire qui fait que dans le cas de la musique, ça sera quand même lisible. J'imagine, si on fait l'effort de recherche nécessaire. Si tu veux, j'ai l'impression qu'on est en train de chercher à faire, et j'ai l'impression que ce que fait Alain, c'est très brillamment une machine de Turing qui décrit une machine de Turing. Alors ça fonctionne parce que c'est parfaitement ça fonctionne parce que c'est parfaitement adapté. Mais ce que je crains, c'est que
la généralisation même de la méthode de travail. Je ne parle même pas de tes patchs de description, mais même de la méthode de travail qui fait que tu obtiens un patch. Je sais pas, je trouve ça très. Tu vois, j'ai un peu peur de la machine de Turing qui décrit la machine de Turing, tu vois, et à ce moment-là, bah, on tourne en rond parce que on fait donc la machine de Turing qui décrit, etc. Bon, voilà. Là, alors qu'effectivement, En fait, ce que devrait faire Alain, c'est refaire le patch de Memory d'une façon qui soit visible et simple. C'est ma c'est prochaine un peu mise. ce qu'il fait, c'est un peu ce que tu fais. D'une certaine en fait. façon, c'est. De cette manière, c'est ce que tu fais. Je fais ça parce que j'ai avant refait le patch. Enfin, Ouais. je l'ai faustisé, je l'ai plus ou moins refait. Exactement. Et donc, ça me permet de faire ça maintenant. Enfin, c'est venu un Et peu en dans, plus, dans si ce tu sens-là. veux, Ouais. le niveau de compétence qu'il faut pour faire ça, et quand je dis compétence, c'est pas pour te jeter des fleurs, c'est simplement parce que tu t'es retrouvé dans la difficile tâche, enfin, nous tu es très brillant, mais tu te trouvais dans la très difficile tâche de refaire ce truc-là. Le niveau de compétence qu'il faut, il est assez délirant, parce que si ça veut dire qu'il faut être bon jusque-là, moi, pour un travail musicologique, ça m'interpelle, alors profitons-en. Pendant qu'on est là. Ouais. C'est quoi du reste dans le monde de la musicologie en général, ça représente quoi cette, je sais pas comment on peut appeler ça, musicologie informatique Psychologie numérique. Ouais, Ça va de terme polémique. Je suis pas le mieux placé pour en parler, mais j'ai l'impression que il y a un frémissement sur ces questions. Je veux dire, Et donc, oui, que représente le groupe qui est là, témoigne de ce frémissement. Plus âgés, plus traditionnels. Bah, si, je sais pas, ma collègue de Strasbourg, Martha Garbotte, si tu veux, elle n'est pas. Oui, mais Martha, ça fait longtemps qu'elle s'intéresse à ces questions-là aussi, quoi. Ouais, mais enfin, c'est un monument dans son genre. Et donc, si tu veux, bon, je sais pas, Donc c'est assez diffusé, tu veux dire. Enfin, je dis pas que c'est assez diffusé, je dis que c'est assez diffusé chez les musicologues qui sont un peu curieux. D'accord. Mais là, sinon, je risque de rentrer dans des remarques sectaires qui sont idiotes, donc je dis encore pas. Mais je veux dire, justement, si tu veux, pour moi, l'exemple de Martha, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout compétente en informatique et qui a une véritable réflexion sur la question, une véritable compétence sur la question, me prouve que c'est vraiment un domaine sur lequel il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent. Bon, et puis il y a eu des. ça a quand même commencé il y a longtemps. Enfin, Ouais. du cas de Marcel Munage, cette sûr. génération-là, mais qui était très spécialisée dans. Oui, bien entendu. Mais je pense que la jeune génération aussi, qui a beaucoup de facilité avec l'informatique, commence à comprendre, par exemple, comme l'a fait Frédéric, que c'est une vraie organologie qui est à faire. Et moi, je vois beaucoup, par exemple, au CAM, des gens qui viennent apprendre le logiciel, ils disent je suis musicologue, je veux savoir comment fonctionne Max, j'ai des pièces analysées, je dois prendre 600. Voilà. Je pense que de plus en plus, il y a. Même qui arrive qui dit je vais prendre fausse, tu vois. Ils sont obligés. Parce que les étudiants en RIM sont très intéressés par Faust. Les premiers RIM professionnels qui ont sorti sont des spécialistes de Faust. Et là, on se rend compte qu'il faut se spécialiser de plein de langages, quoi, si tu veux faire un musicologue. Ouais.